Je suis très heureux de vous accueillir pour cette conférence en conditions extrêmes. Un peu en retard, merci à Ségolène et Jean-Hugues de nous avoir laissé la scène, avec du vent, et puis on nous a annoncé peut-être que ça pouvait tourner à l'orage à un moment donné, donc on vous en voudra pas si au moment où ça commence à tomber, vous partez en courant, mais nous on va essayer de tenir jusqu'au bout. Très heureux de vous accueillir sur cette conférence qui s'appelle « Partir en colonie de vacances, apprendre autrement, ailleurs et ensemble ». Si je redis le titre, c'est parce que pour moi, chacun de ces mots est extrêmement important. Et si je suis très heureux, c'est parce que cette conférence me permet d'allier deux de mes grandes passions, à savoir la France insoumise et les colonies de vacances. J'ai souhaité inscrire cette conférence au programme des amphis parce qu'on parle pas mal d'écolo ces temps-ci et on n'en parle pas forcément très bien. La dernière prise de parole en date, c'est la promesse d'un pass colo pour tous les élèves de CM2. Alors pourquoi les élèves de CM2? Je ne sais pas, on pourra en parler, qui arrive bientôt. Et puis une autre prise de parole, moi, qui est encore plus récente et qui m'a particulièrement marqué, c'est la dernière interview de Monsieur Macron, qui déclare qu'à partir de maintenant, l'éducation, et l'éducation au sens large, fait partie de son précaré et de son champ d'intervention. Et il associe cela dans cette interview au point avec l'idée qu'il faut absolument reciviliser notre pays, puisque je vous rappelle que nous sommes dans une phase de décivilisation d'après ce monsieur. Et pour lui, les colonies de vacances, ou en tout cas ce qu'il appelle lui les colonies de vacances, fait partie de ce processus de recivilisation. Alors moi je fais le pari que l'on peut parler autrement des colonies de vacances, que ces colos, on en parle aussi très souvent sous l'angle du droit aux vacances. Alors c'est un aspect très important des colonies de vacances, mais pour moi ce n'est pas le seul. Les colonies de vacances sont un lieu unique de citoyenneté, un lieu unique pour apprendre ensemble à faire société, un lieu unique pour se rencontrer entre enfants, entre adultes, et puis entre enfants et adultes. Et c'est de ça dont j'ai envie qu'on parle aujourd'hui. Alors, trois petits axes dans cette conférence. Un premier, c'est que vous repartiez tous ici absolument convaincus, toutes et tous, que les colonies de vacances sont un outil essentiel de notre République et qu'il faut absolument que nous les développions, nous les renforcions, nous les aidions, voire nous les reconstruisions là où elles ont été détruites. Un deuxième axe qui est faire un petit point, un état des lieux pas forcément très rassurant, mais en tout cas auquel on va s'attaquer ensuite. Et puis un troisième point, peut-être plus en lien avec le travail parlementaire, sur justement, en tant que législateurs, comment nous, députés, nous pouvons mettre en place des outils qui permettent aux colonies de vacances de retrouver, non pas leur splendeur d'antan, parce que j'ai jamais aimé le « c'était mieux avant », mais en tout cas une nouvelle splendeur, et c'est quelque chose qui me semble très important. J'ai autour de moi un plateau de grande qualité que je suis très heureux d'accueillir ici, puisqu'à ma droite, il y a Pauline Clèche, qui se présentera elle-même ensuite, mais qui est docteur en sociologie et qui travaille, si je ne me trompe, tu me corrigeras si je me trompe Pauline, à l'INJEP. Alors qui travaillait avant à l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, et à l'INED, l'Institut national des études démographiques. À gauche ici, Jean-Baptiste Cléricault, le directeur général des centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, les CMEA, qu'on ne présente plus, je pense. Et puis, tout de suite à ma gauche ici, Anne Carayon, directrice générale de la jeunesse au plein air, la JPA, qu'on ne présente pas non plus. Et je vais tout de suite passer la parole à ces invités qui vont nous raconter pendant 10 minutes, un quart d'heure, on se dit ce qu'ils ont à dire sur ce sujet. Et puis après, si vous le souhaitez, on aura l'occasion de faire un échange avec la salle, si tant est qu'on puisse appeler ça une salle. Et si l'orage nous en laisse le temps, n'hésitez pas, vos questions, vos partages d'expérience, vos envies, vos idées, on est là pour ça. Voilà, merci beaucoup. Je passe tout de suite la parole à Pauline. Ça marche? Ouais. Bonjour. Bonjour à tous. Je dois le mettre là. On s'entend en même temps? Ah ouais. Ah, ici. Ok. Bonjour à tous. Merci beaucoup Léo de m'avoir convié à cette table ronde pour pouvoir parler des colonies de vacances. Donc en effet, moi j'ai travaillé sur ce sujet il y a 4 ans, puisqu'il y a 4 ans j'étais à l'INJEP donc. En contrat postdoctoral, donc on m'a confié la mission de faire une enquête qualitative, donc c'est-à-dire par entretien et observation participante en colonie de vacances, et le thème plus précisément c'était de travailler sur la socialisation. Donc pardon, j'ai oublié de me présenter, je suis donc sociologue de formation, docteur
docteur en sociologie. Et donc, on m'avait confié la mission de travailler sur ce que les colos font aux jeunes et plus précisément aux adolescents. Parce qu'il y a toute une littérature institutionnelle, associative, qui parle beaucoup des apports de la colo, mais finalement, à hauteur de vue d'enfant, on sait moins de choses. Donc moi, on m'a confié la tâche d'aller en colo pour étudier ça. Par ailleurs, avant, j'avais fait mon doctorat sur les politiques culturelles en banlieue historiquement communiste. Donc, je continue à travailler sur les mêmes thèmes, un peu classe sociale, rapports sociaux, de race, de classe, de genre, comment tout ça s'articule. Et donc là, cette fois-ci, c'était au sein des colonies de vacances. Donc, c'est une enquête que j'ai faite il y a 4 ans. Les financements de la recherche étant ce qu'elles sont depuis, je suis ailleurs. C'était une enquête courte de 2 mois. Donc, pendant 2 mois, je suis allée dans 4 séjours collectifs. Voilà. J'essaye de suivre mes notes pour pas... Hop, non. Donc pendant 2 mois, j'ai fait une quarantaine d'entretiens avec 50 jeunes et de l'observation participante, parce que je me présentais comme une observatrice. Donc pour bien que les jeunes soient conscients que j'allais pas proposer des animations dans un domaine dans lequel je n'excelle pas. Et par contre, pour qu'ils aient bien conscience que voilà, j'avais un statut un peu différent, que j'allais prendre du temps sur les temps calmes pour leur poser des questions, donc entretien individuel ou entretien collectif. Donc moi j'ai étudié 4 centres de vacances qui ne sont pas représentatifs de l'ensemble des colos qui existent. C'est des centres qui se revendiquent de l'éducation populaire, donc ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des colonies de vacances qui sont organisées. Il y en a 2 qui sont organisées par une municipalité de banlieue populaire, historiquement communiste. Un qui est organisé par une association, un organisme privé qui faisait fonction de comité d'entreprise pour le compte d'un ministère. Et enfin, une association d'éducation populaire implantée en milieu rural et financée par le département. Donc dans la suite de cette présentation que je vais vous faire, je vais juste faire un petit point. Je me suis dit que j'avais la casquette de sociologue qui doit un peu poser quelques jalons et ensuite, ensuite mes collègues approfondiront. Donc, j'ai un peu 2 points principaux sur les grandes tendances de l'évolution du départ en colo, et puis après je vais revenir plus sur les apports de mon enquête, un peu en déclinant une question qui m'est souvent posée autour de la mixité. Faut-il de la mixité? Y a-t-il des mixités dans la colonie de vacances? Et ce qui va me permettre d'introduire ce que moi j'ai plus précisément étudié, ce qui est la question de l'appropriation de ressources, ce qu'on appelle non formelles, ou bien des ressources qu'on apprend, qu'on acquiert hors de l'école. Et donc comment la colo est un lieu d'appropriation de ce type de ressources. Voilà. Et c'est d'autant plus important dans ces colonies de vacances-là d'éducation populaire qu'elles sont organisées bien dans une volonté émancipatrice, c'est-à-dire de fournir aux jeunes qui partent l'acquisition de ressources que tout le monde n'a pas la chance d'acquérir dans les familles. Donc voilà, c'est aussi pour remédier à ces inégalités-là que ces colos sont organisés. Donc, grande tendance, les 2 points principaux sur lesquels je voulais revenir, c'est d'une part donc, une diminution du nombre de départs en colonies de vacances depuis les années 90. En fait, depuis les années 60, mais il y avait des reconfigurations un petit peu, une diminution du modèle classique. En gros, les jeunes ne partent plus 1 mois l'été, mais par contre, il y avait des reconfigurations plutôt, des séjours plus courts, y compris dans les petites vacances. Mais toutes ces formes-là diminuent depuis les années 90. Il y a plusieurs causes, mais la principale, c'est que les colos, ça coûte cher, en fait. C'est environ entre 400 et 800 euros pour 7 jours. Donc, qui est-ce qui peut se permettre de se payer ça? Alors, soit les très pauvres, parce qu'il y a encore des aides de la CAF, alors que majoritairement l'État s'est désengagé, mais très tôt, dès les années 50. Les collectivités locales se désengagent ensuite. La CAF s'est désengagée à partir des années 80. Et puis il y avait aussi tout un tas d'aides, notamment via la SNCF, etc. Tout ça a disparu. Donc aujourd'hui, seuls les plus pauvres, donc c'est-à-dire des familles dont les parents gagnent moins de 1 500 euros par mois, peuvent partir parce qu'il y a des aides de la CAF. Ou alors les très riches qui peuvent débourser 800, 2000 euros pour envoyer les enfants en colonie de vacances. Donc du coup, deuxième élément un peu de tendance sur les colonies de vacances, c'est qu'on observe une segmentation, donc c'est-à-dire en termes d'offres et en termes d'individus qui peuvent partir. D'un côté, on a des organismes privés à but lucratif qui organisent des séjours chers avec des activités chères, extraordinaires, un peu pour voile, ski d'été ou alors parapente, des choses comme ça. Et évidemment là ça attire
les enfants des classes supérieures. Donc ça, d'un côté, des chiffres que j'avais trouvés, c'était environ 40% des jeunes qui étaient concernés par ce type de colo. Et de l'autre côté, on a des colos généralistes qui, là, ont très peu d'argent. Enfin, moi, c'était le cas, par exemple, des colos de banlieue populaire. En fait, c'est une ville qui possédait... Alors, depuis, elle est passée socialiste, cette ville. Ils ont peut-être bradé les centres, mais en tout cas, à l'époque, en 2019, il y en avait encore 7. Donc ils avaient de quoi financer les animateurs, les équipes les équipes sur place, mais absolument pas de financer des activités extraordinaires. Mais ils avaient des vélos, des canoës, etc. On n'entend plus rien. Ouais. Donc voilà, d'un autre côté, la plupart des jeunes qui partent dans ces séjours de colo généralistes. Et là, c'est plutôt des classes populaires qu'on retrouve là. Donc il y a bien toujours des classes populaires qui partent contrairement à ce que des fois ce qu'on entend parfois ou certains articles qui critiquent la marchandisation qui existe, mais néanmoins il y a quand même encore un créneau de classes populaires, à condition qu'il y ait des municipalités qui soient encore là pour financer ces centres de vacances. Et donc, juste de ce tableau grossier que j'ai dressé, c'est qu'on voit du coup, il manque une partie de la société française, les classes moyennes, donc, et même le haut des classes populaires, quoi, ceux qui ont ni les aides et pas l'argent pour financer ces colonies chères. Et juste pour le panorama général, ce qui est intéressant de savoir, c'est que donc, le nombre de jeunes qui partent en colo... On n'entend plus rien. C'est vrai. Le nombre de jeunes qui partent en colo donc, diminue, et par contre le scoutisme lui continue à attirer des jeunes, c'est environ 8% des jeunes, mais parce qu'ils ont des normes beaucoup moins contraignantes. C'est aussi basé beaucoup sur le bénévolat, donc évidemment ça nécessite moins d'investissement financier. Alors ensuite, donc, j'ai structuré un peu avec cette question qu'on pose souvent, mais est-ce que l'écolo aujourd'hui c'est mixte, c'est plus comme avant, avant c'était mixte, bon. C'est une question qui cristallise un peu, qui tend un peu tout le monde, cette question de la mixité. Alors, d'une part, les colos peuvent pas contrer des logiques de séparatisme qui existent par ailleurs dans la société, puisque comment se fait le recrutement pour partir en colo? Il est local, résidentiel, professionnel, la profession des parents, ou économique, donc qui sont des espaces caractérisés par la ségrégation. Donc la colo ne peut pas magiquement amener de la mixité. Moi, dans les 4 séjours que j'ai étudiés, la colo la plus mixte, c'était celle organisée par le comité d'entreprise, puisque c'était donc un ministère, et donc dans ce ministère, il y avait en gros les hauts fonctionnaires et les catégories C qui vivent dans l'ensemble du territoire français. Donc ça, c'était la colo la plus mixte, celle aussi qui regroupait en gros du coup des classes sup, vraiment des enfants de classe supérieure et des classes populaires. La colo sur les mondes ruraux aussi était assez mixte entre classe populaire et classe moyenne, et les 2 colonies de vacances de banlieue populaire là étaient non mixtes, mais donc principalement donc des jeunes issus des classes populaires racisées des quartiers populaires. Donc voilà, premier élément de réponse. Ah oui, et juste sur ces colonies de vacances des classes populaires, donc ce profil de ces colos n'est pas du tout représentatif du profil de la municipalité. Donc en fait, derrière la question de la mixité, il y a bien qui est-ce qui n'envoie pas ses enfants en colonie de vacances dans ces municipalités-là. C'est bien les classes moyennes et les classes supérieures. Donc les mêmes qui font l'injonction à la mixité, en général, la contournent, et c'est pas du tout propre aux colos. On retrouve ça à l'école, on retrouve ça dans les quartiers, les choix résidentiels. Premier élément, et ensuite donc, je vais un peu déconstruire cette injonction à la mixité voilà, pour dire que c'est aussi en partie un faux problème pour 3 raisons. D'une part, première raison, c'est que, en fait, c'est quoi la mixité? Est-ce que c'est 50% de la population? Enfin, combien il faut? En fait, moi, ce que j'ai vu dans les colos que j'ai observés, c'est qu'à partir de la présence d'une personne qui est issue d'un milieu social distinct, et cette personne, ça peut être un jeune ou ça peut être un animateur, en fait, ça suffit pour qu'il y ait altérité sociale et pour que les jeunes puissent s'approprier des ressources culturelles qui ne sont pas issues de leur propre milieu. Soit des références culturelles, soit des manières d'être. À tel point qu'un jeune que j'ai rencontré, qui avait 15 ans, issu de classe populaire. J'avais beaucoup de mal au début à le situer socialement parce qu'il avait une manière d'être qui ressemblait aux garçons des classes supérieures de sa colonie de vacances, hyper à l'aise, sa manière d'être, il interagissait exactement comme les garçons des classes supérieures, mais
sa filière d'études, il était en première professionnelle, ce qui n'est pas très courant dans les classes supérieures, donc j'avais du mal à le situer. Et en fait, c'est un jeune qui part, il a 15 ans, il est parti 18 fois en colonie de vacances, et à chaque fois avec le CE, donc dans un contexte assez mixte socialement, et en effet, il avait pu du coup s'approprier des ressources qui sont plus communes au sein des classes supérieures, et donc qui n'ont pas éliminé ces ressources culturelles propres à lui, plus populaires, mais du coup ça étend la palette de manières d'être, de références culturelles, et qu'il est capable de mobiliser, et ça sans doute ça aura des effets aussi sur sa vie plus tard. Donc premier élément, il faut se tranquilliser sur cette question. S'il y a une personne un peu distincte, ça peut être aussi un animateur. Par exemple, dans les banlieues, dans les colos de classe pop, un animateur un peu baba cool, qui avait une masculinité moins populaire, virile que celle qui était mise en scène au sein de ce séjour. Ça introduisait aussi une différence et une sorte de... Ça étend l'horizon des... Enfin, ça permet aux jeunes de se rendre compte que l'univers dans lequel ils baignent, c'est un parmi d'autres en fait, et qu'il y a d'autres manières d'être adulte, et à voir aussi si ça peut laisser des traces plus tard en termes de socialisation. Deuxième élément de réponse, en fait, la mixité, certes, mais en fait, on en parlait un petit peu tout à l'heure, en fait, les vertus de la non-mixité existent aussi en colonie de vacances, dans les colonies de classe populaire. En fait, ça permet de valoriser aussi des ressources populaires propres à cette jeunesse, que cette jeunesse est habituellement habituée en fait, à voir dévalorisée hors du groupe de pairs, hors du quartier. Et là, en fait, ça permet de réaffirmer la valeur en fait, de ces codes culturels, notamment l'art de la vanne. Donc là, le départ en colo a permis d'approfondir l'appropriation de l'art de la vanne, par exemple, entre autres beaucoup d'autres dimensions culturelles. Et donc ça, c'est affirmer aussi la valeur de ses propres codes culturels hors de son espace habituel. Donc ça, d'une part, au sein du centre de loisirs, enfin du centre de colonie, mais aussi à l'extérieur, en fait, ce que montrent les sociologues qui travaillent notamment sur la banlieue populaire, ils parlent d'épreuves de la mobilité, c'est-à-dire quand, notamment des garçons de classe populaire racisés sortent de leur quartier, ils sentent qu'ils incarnent une altérité sociale. Ils sentent que très vite, le regard des passants les classe et les assignent en fait à incarner cette altérité sociale, le jeune de banlieue, etc. C'est la même épreuve que font les jeunes issus notamment de quartiers populaires quand ils vont à la campagne, quand ils vont dans les petites villes ou les villages. Mais par contre, c'est une expérience qui est faite en groupe, et ça change tout. Ils n'expérimentent pas l'indignité de leur code, au contraire, on les réaffirme, on est en groupe. Du coup, c'est pas du tout une expérience traumatisante, au contraire, et on peut sans doute penser, il faudrait les suivre sur le long terme, que ça leur permet aussi de s'approprier des espaces auxquels spontanément ils se seraient pas dit qu'ils appartenaient. Là, il y avait tout un tas de réflexions collectives sur la France de mes ancêtres. C'était pas leurs ancêtres, parce que derrière il y a toute l'histoire de France qui a été construite pour les laisser à l'extérieur. Donc il y a tout ce travail aussi qui est fait au sein du groupe qui permet de s'approprier aussi ce territoire sur lequel ils vivent. Ok. Et ouais, parfait. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est que donc, cette injonction à la mixité ne gomme pas les rapports de pouvoir. En fait, voilà, un groupe colo, c'est pas genre tout le monde apporte un peu sa pierre à l'édifice. Dedans, il y a une hiérarchie très forte. Il y a ceux qui vont être les leaders et qui vont largement imposer leur code aux autres. Les leaders, ils sont à la fois désignés par les jeunes, mais aussi choisis en partie par les animateurs. Et si, par exemple, comme la colo que j'ai étudiée, où il y avait des classes supérieures, ces jeunes sont rompus à ce qu'on appelle une masculinité hégémonique, qui consiste à devenir un homme, un vrai, si on infériorise, si on humilie, si on chosifie, si on touche les femmes en permanence. Là, il y a un gros problème. À quoi ça sert, du coup, de mélanger les gens si c'est pour que les codes transmis dans la colo soient ça. Donc ça c'est le dernier point sur lequel, un peu critique, sur lequel je veux peut-être terminer. C'est, m'a-t-il semblé, dans toute cette réflexion de ressources non formelles, d'émancipation des jeunes, je trouve que le point le moins pensé, c'est la place du genre et la domination masculine. Moi, j'ai été frappée de voir comme ceux qui deviennent les leaders en général dans les groupes sont les garçons. Alors, soit les filles sont invisibilisées mais tranquilles, soit elles sont soumises aux mains, aux commentaires des garçons. Et ça, c'était notamment au sein des colonies de vacances où il y avait des classes sub blanches que j'ai observé ça, et donc aussi contre un peu l'imaginaire souvent qui attribue ça aux classes populaires racisées. Voilà, donc ça c'était un peu le point plus critique, et je m'arrête. Merci beaucoup Pauline pour ces éclairages, et puis bien entendu on pourra revenir dans le temps de débat sur un certain nombre de questions
que va soulever ton intervention, je pense, parce qu'en tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses et ça a ouvert d'autres portes. Je passe la parole à Jean-Baptiste Cléricault, le directeur général des CMEA. Merci Léo. Je vais essayer de mettre la main devant le micro pour voir si ça cache un petit peu le vent. Vous me dites s'il y a trop de vent en levant la main. Donc un quart d'heure pour parler d'écolo et du rôle essentiel d'écolo dans l'avenir du pays, dans l'avenir d'une société. On va essayer d'y arriver. Donc effectivement, comme l'a dit Léo, je dirige un grand réseau d'éducation populaire qui s'appelle les CMEA. Je ne vais pas vous parler des CMEA, je vais vous parler d'écolo. Mais les CMEA sont une association, il y a plusieurs militants et militantes qui œuvrent sur la question de la place de l'éducation en général et du rôle de l'éducation dans la société d'aujourd'hui et de demain. Sur cette question de l'éducation, je vais essayer de faire un petit pas de côté et dire que je pense que nous sommes aujourd'hui en 2023, 2024, 2025, là où étaient nos prédécesseurs et prédécesseuses en 1860, 1862, 1863, où il a fallu que les plus progressistes d'entre eux réfléchissent, convainquent, travaillent, aillent labourer le terrain pour expliquer qu'il fallait que l'école devienne gratuite, laïque et obligatoire pour tous. Parce qu'il y avait de l'inégalité et qu'à cette époque-là, on pensait que l'inégalité pouvait être combattue par l'instruction obligatoire, laïque, pour toutes et tous. 1862, l'école est gratuite et obligatoire pour les garçons, 1863 pour les filles. Voilà, déjà dès ce moment-là, il avait déjà fallu vite rattraper une erreur qui avait été faite à ce moment-là. Mais ça s'est pas fait comme ça. Le fait de faire cette école laïque, gratuite et obligatoire, il y a eu plein de résistances. Il y a eu des résistances de la classe bourgeoise, il y a eu des résistances de l'Église, il y a eu des résistances de certains parents, ça a été compliqué de réussir à mettre en œuvre cette école laïque, gratuite et obligatoire. Aujourd'hui, on ne se pose plus de questions. Ça a été non seulement compliqué à mettre en œuvre, mais il a fallu aller chercher un budget, il a fallu créer un ministère, il a fallu créer un nouveau fonctionnement, un corps d'inspection pour les regarder. Ça a été un long combat à réussir à mettre en œuvre et à mener. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans notre société exactement au même niveau que ce qu'ils étaient nos prédécesseurs, mais sur la question du temps libre et sur la question des loisirs et des vacances. Aujourd'hui, contrairement à ce qui est dit par beaucoup d'enquêtes, je ne suis pas sûr que ce qui va creuser les inégalités entre les personnes, ce soit l'école. Je suis à peu près persuadé que ce qui creuse aujourd'hui les inégalités entre les familles et entre les enfants, c'est ce qui se passe en dehors de l'école. Aujourd'hui, en France, très clairement, il y a ceux qui peuvent très facilement faire tous les loisirs qu'ils veulent. De la musique, du sport, du théâtre, pratiquer des activités plastiques, aller vivre une expérience de retour à la terre l'été à Fort-Calquier. Et il y a des personnes qui peuvent faire tous les loisirs qu'ils veulent, comme ils le veulent, comme ils en ont envie. Il y a des personnes qui ne se posent pas de questions pour partir en colo. Tout à l'heure, Pauline nous disait qu'il y avait des colos qui dépassaient les 800 €. Il y a des colos qui dépassent les 2000 € la semaine. Bien évidemment, il y a des personnes à qui ça ne pose aucun problème économiquement pour aller faire ce type de colo. Donc aujourd'hui, on est confronté à une situation où très clairement, il y a une inégalité flagrante de personnes qui ont accès aux loisirs, d'autres personnes qui n'ont pas accès aux loisirs. Alors, on essaye de corriger un petit peu les choses. Hein. On a créé du périscolaire, on a créé de la garderie, etc. pour essayer de s'occuper de ces personnes-là qui n'ont pas accès à ces loisirs-là. Mais quand... Alors, j'ai pas le temps, là, un quart d'heure, de vous montrer le rôle et la place de ce qui se passe en dehors de l'école dans la réussite scolaire. Tout à l'heure, la colo pour apprendre autrement. Certes, la colo permet d'apprendre autrement, mais la colo permet d'apprendre aussi à l'école. C'est-à-dire que ce qui va se passer dans le périscolaire, ce qui va se passer dans la famille, ce qui va se passer dans les loisirs, vient aider très clairement l'apprentissage scolaire. Et une des explications, l'étude n'existe pas, on est en train de réfléchir au CMEA à comment financer un poste de recherche pour le prouver. Mais une des hypothèses, c'est que ceux qui réussissent le mieux à l'école sont ceux qui ont le plus de loisirs et le plus de loisirs épanouissants et le plus de loisirs diversifiés. Donc si aujourd'hui on veut réellement réduire les inégalités, les CMEA portent et défendent le fait qu'il faut créer un ministère des loisirs et du temps libre pour toutes et tous. Et au-delà de ça, de la même manière qu'aujourd'hui, l'école est gratuite et laïque et obligatoire pour tous, les loisirs devraient être gratuits, laïques et obligatoires pour toutes et tous. Et il faut qu'on arrive à penser et à organiser cette situation-là. Aujourd'hui, comme tu le disais Pauline, il y a bien les colos
de riches et l'écolo de pauvres. Et donc effectivement, la question de la mixité, elle ne s'y retrouve pas. Effectivement, il y a un petit peu encore, par endroit, les comités d'entreprise qui arrivent à faire encore un petit peu de mixité. Et donc là, va se poser la question de quel colo ? C'est-à-dire que oui, bien évidemment, je suis en train de vous dire qu'il est essentiel de faire partir des enfants en colo, de leur proposer des loisirs et tout ce type d'événements, mais pas n'importe comment. Il y a colo et colo. De la même manière qu'il y a école et école, de la même manière qu'il y a enseignants et enseignants, de la même manière qu'il y a parents et parents. Il y a des bons parents, il y a des mauvais parents, il y a des bonnes colos, il y a des colos catastrophiques. Et donc du coup, on va venir se poser très rapidement la question de comment on organise une colo, comment est-ce qu'on la fait vivre. Effectivement, ce n'est pas possible que dans une colo, la norme du groupe en question, ce soit la masculinité. C'est pas possible. Et donc du coup, c'est comment est-ce que les personnes qui encadrent cette colo sont formées, comment est-ce que les directeurs sont formés, comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on fait de la formation continue, etc. Et donc là, il y a un enjeu fondamental, de la même manière qu'on a réussi petit à petit à former les enseignants. Alors, on pourrait avoir un débat sur les méfaits de la masterisation. Peut-être qu'on aurait pu s'arrêter à la licence. Mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais en tout cas, il y a bien cette question aussi de l'éducation nationale a réussi à former ces personnes, faire de la formation continue, faire de la formation spécialisée. Il est essentiel qu'on fasse la même chose dans le cadre des loisirs et des activités de proximité ou des activités qui permettent le départ. Ce que je suis en train de vous dire pour la colo, c'est exactement la même chose pour les activités sportives et pour les activités culturelles, pour les activités de musique. Pareil, il y a des entraîneurs sportifs qui sont extraordinaires, des entraîneurs sportifs qui sont extraordinaires, qui font se dépasser les enfants, qui leur permettent de grandir. Et il y a des entraîneurs et des entraîneurs sportifs qui sont des catastrophes, qui font des dégâts sur la question de la représentation, de la masculinité, du sport, de dominer l'autre, de l'écraser, etc. Donc, il y a le fait de permettre à toutes et à tous d'avoir accès réellement à des loisirs de proximité, de qualité, réellement, et deux, que ces activités-là soient encadrées dans de bonnes conditions et que les personnes soient réellement formées pour pouvoir mettre en œuvre ces activités de qualité. Un petit chiffre, on a travaillé sur des profils d'enfants type. Alors ça n'existe pas un profil d'enfant type, hein, mais en tout cas un enfant qui, parce que ses parents travaillent, doit aller au périscolaire tous les matins vers 8h moins le quart et qui doit être récupéré vers un peu avant 18h. Ça arrive, hein, c'est très fréquent. Cet enfant-là, le mercredi après-midi, soit il va également au centre aéré, soit éventuellement il est gardé par ses grands-parents ou l'oncle ou la tante, et il va, cet enfant-là, peut-être faire une activité physique et sportive. Voilà, cet enfant-là, il peut avoir la chance de partir en centre aéré, en colo ou en classe de découverte, et les vacances, il y a de fortes chances qu'il fréquente le centre aéré ou des mini-colos si les parents en ont les moyens. Donc, si on prend cet enfant-là, tous les jours, un peu avant 8h, jusqu'à 18h, les jours de semaine d'école, il n'est pas chez lui, il est face à des adultes éducateurs, éducatrices. Les petites vacances, si on compte pas le samedi, pas le dimanche, pareil, il est face à des adultes. Et pendant les grandes vacances, il part un mois en vacances avec ses parents, et un mois, il est encore face à des adultes. Là, on a fait des calculs pour voir combien de temps cet enfant passait face à un enseignant et combien de temps passait cet enfant face à un non-enseignant. Cet enfant, en gros, à quelque chose près, va passer face à un enseignant 40% de ce temps-là et 60% face à un non-enseignant. Nous avons donc un problème fondamental où, sur ces 40%, l'État organise non seulement la formation, l'accès, le déplacement, le contrôle des enseignants, et ces 60%-là, il y a un sacré travail à faire. Sachant qu'en plus, lorsqu'on regarde les corps d'inspecteurs de l'éducation nationale, il y en a 2100 en France à peu près pour ces fameux 40%. Là où sur les 60% restants, il y en a, vous avez une idée du chiffre, des inspecteurs jeunesse et sport, vous avez une idée, il y en a 150 en France. Donc 2100 pour 40%, 150 pour 60% d'un temps. La principale source d'inégalité est là. Je suis ravi, Léo, que tu m'aies invité pour que je puisse venir parler à des camarades sur il faut qu'on porte politiquement ce projet de société où la question des loisirs du temps libre est réellement un enjeu fondamental d'une politique publique réfléchie, pensée et organisée et financée qui, je pense, est aujourd'hui
si ce n'est la seule, une politique importante pour réduire les inégalités sociales aujourd'hui en France. Merci beaucoup Jean-Baptiste, là aussi beaucoup de pistes à creuser. C'était pas tout à fait colo, mais t'as tellement envie de parler d'autres trucs que tu pourras revenir, il n'y a pas de souci. Mais si on commence à parler de la masterisation et de l'éducation nationale, je pense qu'il faut qu'on privatise la place jusqu'à demain matin. Mais c'est un autre débat, mais on l'aura aussi. Je vais passer maintenant la parole à Anne Carayon, directrice générale de la jeunesse au plein air. Rien que le nom nous parle, la JPA. Alors je vais essayer de prendre ta technique, voilà, pour couvrir le vent. Merci pour cette invitation. Alors moi je pensais que Jean-Baptiste allait parler de la formation, d'écolo, mais bon, voilà. Donc je vais quand même présenter JPA parce que JPA a été connu, JPA est né en 1938 et nous sommes une confédération et nous sommes nés de la volonté de Jean Zé, de Léo Lagrange et du syndicat du SNI à l'époque d'un syndicat enseignant avec des associations. Les CMA font partie, ont été créés en 1938 comme nous, on est vraiment dans cette même mouvance et on retrouve à JPA donc 38 organisations nationales. Et vous allez voir qu'on va quand même parler de l'éducation nationale parce qu'à la JPA, on a des organisateurs de colo, d'accueil de loisirs, des organismes de formation, BAFAB et AFD, mais on a aussi des syndicats enseignants qui sont chez nous, on a aussi la FCPE, on a aussi des organismes autour de l'école, l'OCCE ou maintenant le réseau français des villes éducatrices, les collectivités. En fait, toutes ces organisations sont à JPA parce que ce temps de vacances et de loisirs est un temps éducatif complémentaire à ce qui se passe à l'école et durant la famille. C'est ce qui réunit nos membres et c'est ce qui fonde notre mission, faire reconnaître ce temps de loisirs et de vacances collectifs, parce que pour nous, on est vraiment sur le collectif, comme quelque chose d'important, indispensable, qui va permettre de construire le citoyen de demain, qui va faire qu'il trouve sa place dans la société et qui est donc pour nous indispensable. Alors pourquoi on va parler d'éducation nationale? Parce que moi je vais vous présenter quelques données sur l'état des lieux des colos et puis en reprenant l'histoire, parce que dans la consigne j'avais compris qu'il fallait reprendre un peu l'histoire. Donc dans l'histoire en fait les colos, alors c'est la partie hygiéniste des colos au départ, hein, c'est pour des raisons de santé qu'on crée les colos, mais aussi pour des raisons éducatives. Après-guerre 45, les colos sont soutenus aussi pour des raisons citoyennes, parce que justement les enfants avaient aussi besoin de retrouver du collectif après la guerre, parce que les parents, le père était parti à la guerre et autres, et donc il y avait besoin de recréer ces espaces avec du bien-être, de la santé et du collectif, et l'État a soutenu les colos. Et ce qui a construit les colos après-guerre, c'est le soutien de l'État aux organisateurs pour le patrimoine, et on reviendra dessus, pour la formation ou autre, le lien avec l'éducation nationale, les enseignants étaient les animateurs des colos, pour les colos laïques. Et donc, tout cela a fait ce qu'on appelle l'âge d'or des colos. Et pour ma part, quand on commence à regarder le déclin, et du moins à JPA, quand on regarde un peu comment ça s'est éloigné, on a deux marques. Hein. La création des IUFM, 1990, où les enseignants ne passent plus par la case animation, ne connaissent plus, en fait, on perd cette connaissance de cette complémentarité éducative, de ce qui se passe entre l'école et en dehors de l'école. Premier point. Et puis la CNAF qui en 2000 réoriente ses aides et centre ses aides sur l'aide au départ en famille. Alors c'est pas mal, hein. Nous on défend le fait que ça soit complémentaire. Et le problème c'est que ça n'a plus permis le départ en colo. Là c'est le virage. Et donc aujourd'hui, on a à peu près une classe d'âge entre 5 et 18 ans, on a à peu près 12 millions de jeunes qui pourraient partir potentiellement en colo. Aujourd'hui, on a 1 million d'enfants qui partent en colo. Quand on dit la colo, c'est quoi la colo? 1 million d'enfants qui partent en colo, en fait, c'est différents types de séjours. C'est des mini-séjours de plus de 3 nuits. C'est des séjours qui sont liés au centre de loisirs, donc de moins de 3 nuits. Mais c'est aussi les séjours qui ont été évoqués, les séjours linguistiques, les séjours sportifs, les séjours de danse et la colo traditionnelle. Donc vous voyez que dans cette multitude de séjours, on a qu'1 million finalement d'enfants qui partent en vacances tous les ans en colo à peu près, et que ce nombre décroît malheureusement d'année en année un petit peu plus, quoi. Et parmi ceux qui partent, on voit par contre des types de séjours qui, eux, augmentent, qui sont ces séjours spécifiques. Les séjours linguistiques, les séjours sportifs connaissent, eux, une augmentation de participation. Avec, dans ce million, il n'y a pas le scoutisme, qui est pas accueil collectif de mineurs, et comme Pauline le disait, le scoutisme réaugmente. Alors, c'est peut-être pas lié qu'aux raisons financières, il y a peut-être aussi le projet qui est proposé par le scoutisme, et ce qui
moi personnellement me rassure parce que c'est finalement un projet qui est loin de la marchandisation et qui est un projet de société, un projet où on amène le citoyen à participer, et j'espère que c'est une des raisons pour lesquelles le scoutisme augmente. Qui sont les organisateurs de ces colos? En fait, alors dans les années 2019, avant la Covid, il y avait à peu près 10 000 organisateurs. Sur les 10 000 organisateurs, 62% étaient des associations. 33% des collectivités locales, et on voit l'importance quand même encore des collectivités sur le départ en colonie de vacances, et les 5% qui restent sont des comités d'entreprise et du secteur lucratif. Après, quand on regarde sur ces 10 000 organisateurs, ceux qui finalement vont organiser 10% de tous les séjours, donc quand même beaucoup, ce sont 12 structures. Sur les 12 structures, il y a 7 associations, comités d'entreprise et structures à but lucratif. Et puis moi, ce que j'ai appris quand on a travaillé sur ces données, et j'ai été très surprise, c'est que finalement, plus de la moitié des organisateurs ne font que 1 ou 2 séjours par an, ne sont absolument pas, sont associatifs et ne sont absolument pas spécialisés dans la colonie de vacances. Ils vont faire d'autres activités, ils vont faire du loisir, ils vont faire autre chose durant l'année et ils vont organiser des séjours à côté. C'est intéressant parce que tout notre travail aussi côté JPA, c'est aussi d'aller leur parler et d'accompagner ces structures qui aujourd'hui, au regard des mesures qui peuvent être portées, pourraient échapper à des aides, pourraient échapper parce qu'ils sont tout petits, parce que quand on va parler professionnalisation de l'animation ou augmentation de l'indemnité des CE, eux, ils ne pourront pas suivre. Or, on risque de perdre là, en effet, la moitié des organisateurs. Alors, je vous ai dit qui organisait les colos, on a parlé un peu de qui part en colo, donc je ne reviens pas sur cette partie. Une petite précision, nous on avait regardé avec l'Observatoire des vacances, des loisirs des enfants et des jeunes, les enfants qui partent en vacances, mais qui ne partent pas en colo. Qui sont-ils? Parce que finalement, là aussi, on se rend compte que les classes sociales privilégiées, qui ont la possibilité de partir avec leurs enfants, partent en vacances avec leurs enfants et inscrivent leurs enfants en colo. Ils font les deux. Alors finalement, qui sont ces enfants qui partent en vacances et qui ne partent pas en colo, qui ne partent qu'en famille, je vais dire? Ben, ce sont des enfants qui vivent en famille monoparentale, ou qui ont des parents séparés, ou dont les parents sont chômeurs ou inactifs. Donc on voit bien là aussi qu'il y a une véritable inégalité. En 2021, ceux qui ne partent pas, et ça passe vraiment trop inaperçu, hein, c'est Lovellège qui a conduit cette étude avec le Crédoc. Alors on va dire que c'était post-Covid pour se rassurer, mais il y a 5,4 millions d'enfants qui ne sont pas partis en vacances. Pas partis du tout. Alors pas partir en vacances, je crois qu'on n'imagine pas, quand on a la chance de partir, ce que ça veut dire. Pas partir en vacances, c'est ne pas quitter son domicile plus de 4 nuits consécutives. En fait, c'est une inégalité que l'on ne voit pas, parce qu'elle ne fait pas de bruit, parce que ce n'est pas une urgence, parce que quelque part, quand je croise une personne sans abri, je peux m'identifier. Je peux me dire, waouh, il fait froid, qu'est-ce qui doit être mal, ou tiens, j'ai faim, il doit avoir faim. Enfin, je peux m'identifier. Quelqu'un qui ne part pas en vacances, je ne le vois pas. Moi, je pars. Donc, celui qui ne part pas, il n'est pas dans les zones où je vais. Enfin, et donc, on ne fait pas attention à cela. Et ça, c'est peut-être pour ça que c'est difficile à faire porter comme priorité de l'État. C'est peut-être pour ça que c'est difficile à faire reconnaître comme quelque chose d'important. Alors après, sur l'étude exploratoire, parce qu'on en parlait à midi rapidement, on a fait une étude exploratoire avec Lovellège auprès des enfants de milieux ruraux. Et donc, malheureusement, on le savait, hein, les enfants qui vivent en milieu rural partent moins en vacances de façon générale que les autres enfants. Alors en colonie de vacances, encore moins. Là où on a 40% des enfants qui vont partir en colonie de vacances, ils ne sont que 28% pour le milieu rural. Quand on demande, alors où c'est rassurant, c'est qu'ils vont y apprendre les mêmes choses. Ils trouvent que quand ils rentrent de colo, il n'y a aucune différence sur les ressentis, sur ce qu'ils ont appris. C'est la même chose, quel que soit notre milieu de résidence. Par contre, sur les motivations à l'inscription en colo, là, on a de vraies différences. Les parents de milieu rural qui inscrivent leur enfant en colonie de vacances, c'est parce que l'enfant le demande, en premier lieu. Ce qui n'est pas le cas dans les autres collectivités, dans les autres zones du territoire. Et la deuxième motivation, c'est parce qu'ils ont besoin de mode de garde. C'est pareil, c'est une différence avec les autres. Donc ce sont deux leviers pour inscrire son enfant en colonie de vacances. Le troisième point, c'est offrir des vacances à mon enfant. Et ça, c'est le troisième point, alors qu'il arrive en premier lieu chez les autres parents. Donc on voit bien que
En fait, on considère très certainement quand on vit en milieu rural que l'on est déjà en vacances et donc on n'a pas ce besoin ou on ne ressent pas ce besoin pour les enfants de leur offrir cette mobilité cette mobilité. Les principaux freins, parce que ça fait partie de ce que l'on peut porter après et des mesures que l'on peut porter, pourquoi on n'inscrit pas son enfant en vacances? Pour des raisons financières, en premier lieu. En deuxième lieu, pour la sécurité, parce qu'on a peur que notre enfant n'y soit pas en sécurité. En troisième lieu, ça va être tout simplement parce qu'on ne connaît pas les colonies de vacances. Parce que quand on est parent, on n'y est pas parti soi-même et c'est compliqué de savoir où trouver un organisateur, ce qui s'y passe, on ne sait pas. Quatrième raison, c'est parce que l'enfant ne veut pas. Et la cinquième, c'est pour des parents séparés. Et finalement, qu'est-ce qui va favoriser ce départ en vacances? On va y retrouver tous les apports éducatifs. C'est-à-dire que les gens qui vont inscrire leur enfant en colonie sont des gens qui ont un intérêt pour la vie collective, qui ont inscrit déjà leur enfant en crèche quand ils le peuvent. C'est le prix du séjour qui va leur permettre de l'inscrire. C'est parce qu'ils sont eux-mêmes partis en colonie de vacances, parce que l'enfant le demande. C'est le lieu de résidence. J'habite à Paris ou dans une grande ville, il y a plus de chances que j'inscrive mon enfant en colonie de vacances. Et puis, de façon peut-être pas surprenante, mais c'est de l'engagement bénévole. Les gens qui sont engagés bénévolement considèrent beaucoup plus facilement que les autres que demain, ils pourraient inscrire leur enfant en colonie de vacances. Ils y voient ce sens-là. Quand on demande aux parents qu'est-ce qu'ils attendent des colonies de vacances, pourquoi eux inscriraient leur enfant en colonie de vacances, d'abord pour du plaisir. Et je reviendrai après en vous parlant des colos apprenantes parce que je suis obligée de vous dire quelques mots sur les colos apprenantes. Donc d'abord c'est prendre du plaisir, ensuite c'est vivre en collectivité et puis c'est apporter à mon enfant une ouverture aux autres. Alors, si les colos sont en déclin depuis quelques années, baissent un petit peu, force est quand même de constater que la Covid nous a permis de remettre le sujet des colonies de vacances dans l'actualité. Alors peut-être d'une façon qui ne nous a pas plu, ça s'appelait colo apprenante. Voilà, pour la petite histoire, c'est pour moi Jean-Michel Blanquer qui s'est réveillé un jour au mois d'avril, qui a dit il faut remettre les enfants à l'école, il n'y a pas d'école et donc on va faire des colos apprenantes. Le mot apprenant a plu et c'est parti. Alors, pour les professionnels ou ceux qui ont toujours porté les colonies de vacances, tous nos séjours sont apprenants. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça fait bien longtemps qu'on le sait que les colonies de vacances sont apprenantes. Après, si on regarde le constat, les colonies apprenantes, elles ont levé le frein financier. Un frein financier important. Elles ont permis une mixité parce qu'au départ, elles s'adressaient à des classes sociales défavorisées, mais également aux enfants des personnels qui étaient en première ligne. Et donc, on a eu des enfants de médecins qui partaient avec des classes sociales défavorisées. Elles ont enfin permis cette mixité que l'on revendiquait. Et on a eu des gens, JPA gérait des inscriptions, on a eu des inscriptions d'enfants de médecins à ces colonies de vacances. Je ne vous dis pas que c'était la majorité, mais ça a été possible. On a fait des enquêtes, ça a permis des premiers départs. C'est-à-dire que la question de la méconnaissance a été levée. Il y a des enfants qui sont partis, plus de 50% d'enfants n'étaient jamais partis en séjour collectif sans leurs parents. Donc, c'est plutôt un bilan positif. Quand on demande aux parents qui ont fait partir leur enfant en colo apprenante, ce qui les a motivés, il y a le mot apprenant. Alors, ils n'y mettaient pas forcément des maths et de la lecture, d'ailleurs, c'est pas ce qu'on a fait dans les colos apprenantes, mais le mot apprenant les a rassurés. Alors, c'est comme ça. Quand on demande d'ailleurs, ceci dit, aux organisateurs ce qu'a apporté le mot apprenant, ils nous ont dit, mais nous, ça nous a permis de réaffirmer auprès des équipes leur rôle pédagogique. C'est-à-dire qu'on avait peut-être oublié ou on avait arrêté de le leur dire. Et là, on n'a rien changé, mais on leur a redit qu'ils avaient un rôle pédagogique important. Donc finalement, c'est un bilan positif. Les colos apprenantes pour les parents, l'autre enseignement important pour nous, c'est qu'ils nous ont dit c'était bien parce que c'était la première année 2020, c'était porté par les enseignants. C'est-à-dire que j'en ai entendu parler par mon enseignant. Et je fais confiance à l'enseignant. Et ce lien-là, il est important. Donc oui, je reviens sur la formation des enseignants, le lien avec l'école. Pour moi, c'est important. Alors, les colos apprenantes côté JPA nous ont permis de relancer la demande du pass colo. Le pass colo, je l'assume pleinement. JPA, avec nos membres, nous sommes porteurs de cette demande depuis 2019 au moins. On a pu faire des pétitions en ligne. Alors pourquoi le CM2? Pourquoi qu'une classe d'âge? Pourquoi? C'est un premier pas. Le constat de JPA, on a été de dire, je vous ai dit tout à l'heure, 1 million d'enfants par an colo sur 12 millions d'enfants potentiels.
Si on considère et on porte ça, que les colos sont importantes, qu'elles construisent une société, c'est pas assez d'enfants. Il faut que demain, il y ait minimum 2 millions d'enfants qui partent en colonie de vacances si on veut avoir un impact dans leur vie. Donc, il faut un premier départ. Pour avoir un impact dans leur vie, pour que ça leur apporte des choses, il faut qu'ils partent plusieurs fois. Mais déjà, il faut un premier départ. Premier départ, pourquoi 11 ans avant de rentrer au collège? Parce qu'on s'est dit, l'État a l'air de tenir finalement à cette complémentarité éducative et à l'apprenant. Nous, on considère que nos colonies, elles sont apprenantes depuis toujours parce qu'on va y apprendre l'autonomie, parce qu'on va apprendre à aller vers l'autre, parce qu'on va apprendre à se débrouiller. Toutes ces compétences transversales sont indispensables pour un jeune quand il va rentrer au collège, quand il va quitter son école primaire, son petit cocon de l'école primaire, avant d'aller dans ce grand collège. Et bien finalement, s'il a fait un départ en colo avant, ça pourrait l'aider. Et donc, c'est peut-être un argument qu'on peut mettre en avant, qui pourra rassurer les familles et qui pourra aussi faire que les décideurs politiques puissent soutenir ce projet et que ça puisse être porté de façon... par tous les partis politiques, de façon apolitique, parce que c'est un enjeu de société. Donc voilà pourquoi on a ciblé ce premier départ. Après, tout l'enjeu, et c'est pour la suite, c'est que ces enfants qui seront partis, s'ils ne partent que 5 jours dans leur vie, on n'aura aucun impact. Donc tout l'enjeu, c'est que ces enfants puissent repartir, qu'ils puissent bénéficier des aides. Deuxième point, alors c'est peut-être pas assez haut, mais nous aujourd'hui, on est agréablement surpris de voir que cette mesure, elle est portée et reprise avec un quotient familial jusqu'à 1500. Alors c'est les classes moyennes basses, 1500, c'est 4000 € par mois de revenus. Aujourd'hui, les CAF, quand elles aident, en moyenne, elles s'arrêtent à 700 en QF. Donc on n'est pas encore au double, enfin si c'est 700, un peu plus du double, voilà. Mais bon, alors c'est une petite victoire. Alors c'est pas assez, mais on se dit, c'est la première fois qu'on a quand même un État qui dit les colos sont importantes et c'est pour nous l'ébauche, le début d'une politique nationale des colos. Après, ça ne suffira pas. C'est impossible parce qu'il faut des animateurs formés pour pouvoir encadrer des colos, parce qu'il faut des lieux pour les accueillir, parce qu'il faut que ces enfants puissent repartir, parce qu'encore une fois, je ne vous ai pas dit, alors les colos pour ces enfants, on ne nous a pas dit que ça allait faire 5 jours, mais on peut se douter que pour des raisons économiques, elles risquent de ne pas durer très très longtemps. De toute façon, si on veut apprendre et devenir citoyen à travers les séjours collectifs, il faut partir plusieurs fois. Et donc pour nous, demain, il faut que ces colos puissent s'inscrire dans un projet éducatif de territoire. Il faut que les élus puissent se reprendre cela. Il faut que ça puisse être porté prochainement. On a des élections européennes. Il faut que la question de la mobilité de la jeunesse, des séjours collectifs, de l'éducation soit aussi portée dans ces élections. Après, il y a donc les élections municipales. Moi, j'ai toujours entendu de la part de l'État, on ne met pas dans les PEDT, le projet éducatif de territoire, la question du départ parce que nous ne sommes pas en capacité de le financer. Donc on s'arrête au périscolaire parce que là, il y a les CAF qui interviennent, la CNAF qui intervient. Mais pour le reste, on n'en parle pas. On ne va pas obliger les collectivités à financer. Là, on a un passe colo. Donc maintenant, il faut se battre pour que ça rentre dans les projets éducatifs de territoire et que les mairies puissent s'en saisir pour une première tranche d'âge et qu'après on puisse continuer sur les autres tranches d'âge. 2 minutes, 3 minutes, non, t'as fini ? J'ai fini. Ah, merci beaucoup Anne. Vous pouvez encore Merci beaucoup Anne. Alors il me revient la dure responsabilité de clôturer ce moment. Alors d'abord je voudrais vous remercier ceux qui sont restés et les intervenants parce qu'on est quand même dans des conditions de prise de parole particulièrement complexes par moment. Je ne sais pas si vous nous entendez bien tout le temps. Nous sur scène il y a des moments où on ne s'entend pas du tout en fait, pour tout vous dire. Donc j'espère que ça va le faire. Je vais essayer de faire un petit point le plus rapide possible avant que nous descendions de la scène et puis qu'on vienne plus près de vous pour qu'on puisse échanger. Je voudrais ouvrir ce temps d'intervention en expliquant d'où je parle. Moi je m'appelle Léo Walter, je suis le député des Alpes de Haute-Provence, d'où le clin d'œil de Jean-Baptiste tout à l'heure à Fort-Calquier, donc d'un milieu extrêmement rural. Et lorsque j'ai été élu en juin 2022, j'étais directeur d'une école immense dans le petit village de Revès-du-Bion, 2 classes, 34 élèves. Et avant ça, j'étais directeur de l'école d'Entrevennes, qui était une encore plus grosse école puisqu'il y avait 1 classe et 16 élèves. Donc je viens de ce milieu éducatif et de l'école rurale et de la petite école, et c'est quelque chose à quoi je tiens beaucoup. Et
je reviendrai en 2 mots sur ce que tu disais, sur la perspiration entre les colonies de vacances et l'école, parce que ça me semble quelque chose d'absolument essentiel. La deuxième chose, c'est que moi, mon vrai métier, c'est animateur et directeur de centre de vacances, puisque c'est le métier que j'ai commencé par exercer, que j'ai exercé pendant une 15aine d'années. Et en fait, je suis parti d'abord j'ai été conseiller principal d'éducation en collège et puis ensuite instituteur. Mais pour moi, ça a toujours été une manière de continuer ce que j'avais vécu et ce que j'avais construit en colonie de vacances. Et si j'allais dans des si petites écoles, c'était aussi parce que ça me donnait l'occasion de transformer ma classe en colonie de vacances et de pouvoir tricher un petit peu avec ces règles-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je veux dire que je suis un enfant d'écolo. Je suis parti en colo quand j'étais petit. Je suis parti en colo en tant qu'animateur, puis en tant que directeur, et puis il faut être transparent, Jean-Baptiste, en tant que formateur BAFA et BFD au CMEA pendant fort longtemps. Et d'ailleurs, j'ai rencontré Jean-Baptiste sur un stage BAFA à Saint-Léger-les-Mélèzes. Et on va pas dire quand. Ça va pas nous rajeunir. J'ai travaillé très longtemps en colonie de vacances dans de très nombreux endroits, mais l'endroit où j'ai le plus longtemps travaillé, c'est une ville telle que tu la décrivais tout à l'heure, une ville communiste de banlieue parisienne, Malakoff pour ne pas la citer. S'il y a des Malakofios ou des Malakofiotes ici, j'ai été très longtemps le directeur de la colonie de la Tremblade, la colonie de 9-12 ans. Puis j'ai aussi travaillé dans d'autres colonies de vacances de la ville et en centre de loisirs là-bas aussi. Pourquoi je parle de Malakoff? Parce que Malakoff, c'est une commune comme tu l'as décrivé tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on a 3 ans à Malakoff, on part en colonie dans le château de Vaudeur, dans l'Yonne. Puis après, quand on a 6 ans, on part en colonie dans le château de Fulvie, toujours dans l'Yonne. Et puis à 9 ans, on part en colonie à la Tremblade, au bord de la mer, de 9 à 12 ans, en Charente-Maritime. Et puis quand on a 12 ans, on part en colonie à Megève, en Haute-Savoie. Et puis quand on a 15 ans, on part en colonie à Duravel, dans le Lot. Et quand on a 17 ans, on passe le BAFA. Et puis on retourne en colonie, soit comme agent de service, soit comme animateur. Et une ville de 40 000 habitants comme ça, qui partagent cette expérience collective où tous les gamins, alors tout bien sûr non, ça n'a jamais été tous, etc., mais presque tous, avec une politique du quotient familial qui fait qu'effectivement on a les classes les plus populaires qui partent, mais on a aussi, parce que les colos sont de qualité, parce qu'il y a une confiance dans la municipalité, dans l'organisation de ces colos-là, on a aussi les enfants de médecins, les enfants des cadres de la mairie, etc., etc. Et donc une véritable mixité sociale de ce point de vue-là, qui n'a pas forcément tenu tout le temps, mais qui a réussi à être maintenue. Donc c'est de là que je parle aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée c'est encore une fois pas de dire c'était mieux avant et revenons à ce qui existait avant, mais l'idée c'est de construire une nouvelle réalité de ces centres de vacances. Moi quand j'ai commencé à diriger la Tremblade, on partait 26 jours. 26 jours en centre de vacances. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que 26 jours, c'est le temps qui permettait de prendre un collectif, de le faire exister, de le construire, d'instaurer de nouvelles règles, de nouvelles manières de vivre ensemble, de faire société, un autre rythme de vie, puis, une fois que ça s'était instauré, de vivre un tas de choses, et puis à un moment donné, de replier les Gaules, de se reposer un petit peu, puis de repartir dans la vraie vie, parce qu'il y avait vraiment ce sentiment d'avoir vécu quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau. Pourquoi j'ai appelé cette conférence « Apprendre autrement, ailleurs et ensemble » ? Je vais venir sur « Apprendre autrement » d'abord. Pour moi, la colonie de vacances est un lieu absolument unique, parce que c'est le seul lieu, pour moi, après c'est très subjectif et j'assume totalement ma subjectivité, où les adultes vivent avec les enfants. Non pas au-dessus, non pas autour, non pas à côté, mais avec les enfants. Moi, je partais chaque année en classe découverte avec mes élèves, parce que c'était ma manière de tricher et de faire de ma classe une classe découverte. J'ai dû me battre à chaque classe découverte pour qu'on n'ait pas la table d'adultes avec éventuellement le pichet de vin au milieu et les gamins qui mangent chacun de leur côté, ou alors pire encore, la table d'instit. Et puis les animateurs, eux, sont avec les gamins à table, etc. Et donc moi, j'ai toujours imposé dans mes classes découvertes qu'il y ait un adulte par table et qu'on mange avec les élèves. Là, ce sont des élèves, pas des enfants. La colonie de vacances permet ça. C'est cet endroit incroyable où les adultes et les enfants vivent ensemble. Bien sûr qu'ils n'ont pas les mêmes responsabilités, pas la même manière d'intervenir, mais ils vivent véritablement ensemble. Et le deuxième aspect qui me semble essentiel, c'est que la colonie de vacances n'a pas d'autre objectif que l'enfant et les vacances de l'enfant. À l'école, qu'on le veuille ou non, on a d'autres objectifs, des objectifs pédagogiques, des objectifs éducatifs, des objectifs qui sont fixés dans les programmes. Dans un club sportif, on a d'autres objectifs. Au périscolaire, on a d'autres objectifs, ne serait-ce que garder les enfants, parce que les parents ne sont pas là, etc., etc.
La colonie de vacances, la vraie, hein, tu disais tout à l'heure Jean-Baptiste, il y en a de différentes sortes, mais bon, celle à laquelle je pense, c'est celle où on a d'autres objectifs que d'être là ensemble et de vivre ce moment-là ensemble. Et c'est pour ça qu'on apprend. C'est justement pour ça qu'on apprend. Et qu'on apprend autrement, pourquoi ? Parce qu'en fait, on fait pour apprendre en colonie de vacances. On ne se dit pas, tiens, j'ai l'objectif qu'ils apprennent ceci, et puis donc je mets en place telle activité. Ça, c'est à l'école. C'est le contraire. On décide ensemble qu'on va faire un village cabane, parce que c'est trop super de faire un village cabane. Et c'est vraiment chouette de faire un village cabane. Et donc, on fait un village cabane. Et donc, on apprend à reconnaître les arbres, à savoir lesquels on va pouvoir couper, à savoir lesquels on va pouvoir récupérer, lesquels sont souples pour pouvoir faire des hoganes, lesquels sont solides pour pouvoir faire des plateformes. On apprend à faire des nœuds, on apprend à se servir d'un couteau, et puis à assumer les règles de sécurité qui vont avec un couteau. Puis après, on apprend à vivre ensemble autour de ce projet-là, à le construire, à le faire ensemble. Puis peut-être on va aller jusqu'au bout, peut-être on va dormir dans la cabane. Et là, on va apprendre à se confronter à un autre environnement, etc., etc. Ça me semble absolument essentiel. Et puis le dernier point qui me semble essentiel, c'est qu'on apprend tout le temps. On apprend tout le temps, du matin au soir. Quand on va à table, quand on se lève, quand on se couche, quand on se douche, on apprend absolument tout le temps. On apprend en faisant, mais pas qu'en faisant des activités. On apprend en vivant ensemble. Et on entreapprend. C'est-à-dire que, y compris les adultes, apprennent de ce qu'ils sont en train de vivre. Et ça me paraît très très important. Il y a le apprendre ailleurs, qui me semble essentiel. On part en colonie de vacances. Tu l'as dit, tout le monde ne part pas. Et là, on part ailleurs. Alors, on parle souvent des quartiers populaires. Je te remercie d'avoir parlé de la ruralité. Moi, j'enseignais en ruralité. Les gamins que j'emmenais en classe découverte, il y en avait 90% qui n'avaient jamais dormi ailleurs que dans leur lit. Donc en ruralité aussi, on peut être privé de vacances et privé de départ. Et partir ailleurs, ça veut dire loin de papa-maman, loin de la maison, ça veut dire avec d'autres adultes, ça veut dire pas mon lit, pas mon menu à table. On mange pas la même chose, on fonctionne pas de la même manière. Et puis dans un environnement, si on élargit un petit peu, à la mer, à la montagne, à la ville, pour les enfants de la campagne. Et puis les camps d'ados itinérants, moi j'en ai fait quelques-uns aussi, où là carrément, non seulement on part ailleurs, mais on se déplace tout le temps. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, c'est une richesse énorme, et c'est absolument nécessaire. Et puis il y a le apprendre ensemble, j'en ai un peu parlé. Les enfants apprennent ensemble, apprennent les uns des autres, et développent, Jean-Baptiste l'a très bien dit, d'autres compétences que celles qui sont valorisées à l'école ou dans le cadre familial. Il y a des gamins qui ne sont pas du tout valorisés à l'école, et puis qui en colo, tout d'un coup, se découvrent des capacités et sont valorisés sur ces capacités-là. Il y a les adultes qui apprennent entre eux. Alors, j'ai tout à fait entendu ton point d'alerte, et il est très important. Moi, je pense que les colos que je faisais, parce que je suis vieux, on n'avait pas trop ce red flag à l'époque, on se posait pas trop la question, parce que dans les rapports, dans les équipes d'animation, il y a aussi cette question de qui prend le pouvoir, de comment ça fonctionne, des rapports hommes-femmes, etc. C'est très très important, et on pourra en discuter peut-être ensuite. Mais en tout cas, les adultes apprennent entre eux, dans la manière de fonctionner, de travailler en équipe. Moi, dans la colo que je dirigeais, il y avait chaque jour un animateur de jour. C'est-à-dire que, comme avec mon adjoint, on avait super envie d'aller faire des activités avec les gamins, c'était un animateur ou une animatrice qui, chaque jour, prenait en charge la journée et était le directeur ou la directrice du centre pour la journée complète. On travaillait en petites équipes, on travaillait en écoutant les enfants. On travaillait aussi en organisant l'intégralité du temps autour du rythme de l'enfant. On en parlait tout à l'heure avec Jean-Baptiste, le réveil naturel, j'y reviens pas, mais cette manière de comment on organise l'intégralité d'un collectif d'adultes autour d'un rythme qui n'est pas un rythme d'adulte et qui n'est pas un rythme qu'on est habitué à suivre. Donc non, on ne réveille pas les gamins, ils se réveillent d'eux-mêmes. Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on organise l'accueil dans le bâtiment, ça veut dire qu'on organise le petit déjeuner, ça veut dire qu'on organise la manière dont débutent les activités, puisque tout le monde n'est pas encore là, etc., etc. Et puis bien sûr, on apprend entre adultes et enfants. Les enfants rencontrent des adultes qui ne ressemblent pas à ceux qu'ils sont habitués à rencontrer, découvrent de nouveaux espaces, de nouvelles cultures, mais c'est le cas aussi des adultes. Et je ne veux pas faire dans l'angélisme, ça serait idiot, mais moi ce qui me frappait dans les colonies de vacances que je faisais à l'époque et où on partait 25 jours ensemble comme ça, c'est qu'au bout d'un moment, on aurait été bien en peine de savoir qui dans les enfants était bon à l'école, mais également, presque également dans l'équipe d'animation qui venait d'un milieu plutôt bourgeois éduqué, ou qui venait en particulier dans une commune comme Malakoff où en fait ça se transmettait tellement. En fait, la culture commune de la colonie de vacances prenait le pas sur les cultures particulières, et ça me semble quelque chose d'absolument énorme. Je terminerai juste en ouvrant
avant bien sûr qu'on débatte, sur le constat dont on parlait. 4 millions d'enfants qui partent en colonie de vacances dans les années 60, 1 million, 1,2 million aujourd'hui. Et en fait, cette diminution, elle est très clairement sous-estimée. Parce que non seulement il y en a 4 fois moins qui partent, mais ils partent 2 fois, 3 fois moins longtemps. Ils ne se mélangent plus, Jean-Baptiste l'a très bien dit, de la même manière. Il y a les colos pour riches et les autres colos, etc. Et puis il y a toutes ces colos où, par nécessité économique aussi, moi ma fille était en colonie de vacances ce mois de juillet-août, 3 semaines de séjour, c'est super, bravo, génial. Il y a, je crois, 3 gamins sur le groupe qui sont restés les 3 semaines. Et puis il y a un groupe qui est là la première semaine, puis qui s'en va, on quitte les copains, il y en a qui restent 2 semaines, puis il y en a d'autres qui arrivent, et puis on va les chercher à l'autre bout de la France. Donc il y a 2 animateurs qui s'en vont, qui font le trajet, aller-retour, etc. Puis il y a un 3e groupe qui arrive la 3e semaine, etc. On sort là complètement de cette idée de construire un collectif, faire société autrement, etc. Le deuxième aspect, c'est la conso. Ça a été dit, hein, tu parlais de la voile, etc. Mais le rafting, le canyoning, ou alors les colos à thème, vous savez, développement durable, etc. etc. Citoyenneté, j'adore. La colo se suffit en elle-même. Et quand tu parlais des colos apprenantes tout à l'heure, moi, j'ai pris, quand Jean-Michel Blanquer a parlé des colos apprenantes, j'ai pris ça pour une insulte personnelle. Comme si dans nos colos, on n'apprenait pas. Alors, je partage une partie de ton diagnostic, à savoir qu'effectivement, ça a relancé. Mais ça a relancé pour de très mauvaises raisons, de mon point de vue. Et il faut qu'on s'empare de ça et qu'on le transforme et qu'on aille beaucoup plus loin. Et ça me permet de terminer justement sur ces pistes législatives. J'ose espérer que cette conférence marque le début, en tout cas c'est ce que nous allons nous employer à faire avec mon cabinet, travailler toute l'année scolaire qui vient là sur un cycle d'audition. Alors on vous invitera de nouveau dans un autre cadre, puis on va inviter beaucoup de personnes parce que je tiens absolument à sortir avant l'été prochain, je l'espère, alors après on verra si c'est possible, un certain nombre de propositions de loi pour transformer justement toutes ces idées-là en réelles propositions de loi. Sur quel levier le législateur, ça suffira pas, hein. Il y a des évolutions sociétales, il y a des évolutions économiques qu'on ne maîtrise pas, mais au moins sur quel levier le législateur peut-il appuyer pour relancer ces colonies de vacances. On en a identifié 4 pour le moment, dans lesquels peuvent rentrer énormément de choses, mais en tout cas on en a identifié 4 pour le moment, et bien entendu les auditions qu'on fera pourront bouger. Le premier, c'est l'immobilier, tu en as parlé. Comment on fait pour protéger ces colonies de vacances au moment où elles se mettent en vente, par exemple? Comment on fait pour permettre aux comités d'entreprise, aux associations, aux mairies qui possèdent encore leurs centres de vacances de pouvoir les conserver, les entretenir, voire en racheter quand ils les ont vendus? Comment on fait pour éviter au moment où elles se vendent qu'elles se transforment? Moi, là où je faisais passer un certain nombre de stages BAFA en Picardie, la maison sur la colline à Mers-les-Bains est devenue un hôtel de luxe. C'était une colonie de vacances. On a plein d'exemples comme ça. Alors parfois c'est pour la bonne cause, ça devient de l'habitat participatif, etc. Mais en tout cas, ce sont quand même des lieux absolument souvent magnifiques, souvent immenses, où on peut faire un certain nombre de projets immobiliers. Comment on protège cet immobilier-là et comment on le développe pour que de nouveau on puisse partir en centre de vacances, comment dire, généraliste, on va dire. Le deuxième point, c'est bien sûr le soutien au départ. Tu en as parlé, le pass colo, alors bien entendu très insuffisant, etc. C'est un premier pas, mais comment on fait pour soutenir massivement les départs? Pauline me disait tout à l'heure, je crois à l'oreille, c'est ça ou c'est toi, je ne sais plus. En fait, l'éducation, et tu l'as même dit toi, l'éducation nationale, c'est l'école laïque, gratuite et obligatoire. Il faudrait quasiment que les colos, ça soit laïque, gratuit et obligatoire. Bah oui, comment on fait pour que, peut-être pas obligatoire, mais en tout cas possible pour toutes celles et ceux qui souhaitent y partir? Comment on fait ce soutien au départ et comment on le pérennise et comment on le rend véritablement efficient? Un troisième point qui est bien entendu du côté des animateurs. Comment on soutient le BAFA? Comment on soutient le BFD? Comment on permet à de plus en plus de jeunes de le passer? Comment on réfléchit la filière? Parce que moi j'ai vécu le passage de la filière animation volontaire à la création de la filière animation professionnelle. Et puis on a vu la disparition de l'une, peut-être au profit de l'autre, ou en tout cas la déperdition de l'une au profit de l'autre. Comment on soutient une filière d'animation professionnelle qui est une nécessité, qui existe et qu'il faut maintenir, mais comment on permet le retour d'une animation volontaire qui permet vraiment à des jeunes de tout milieu de partir, d'apprendre et puis de gagner un peu de sous, suffisamment en tout cas. Enfin, moi j'ai regardé les fiches de salaire là, de ma fille de cet été, c'est absolument scandaleux. Ne parlons pas du périscolaire, mais bon, c'est encore un autre problème. Comment on soutient ces deux filières-là? Comment on développe le BAFA? Comment on permet aux animateurs de vivre ce moment-là? Et puis un dernier point qui est peut-être plus anecdotique et qu'il faudra creuser, qui est sur
toutes ces règles, justement, toutes ces lois, alors on en parlait ce midi, parfois c'est pas dans la loi, parfois c'est de l'autocensure, etc., sur des activités qu'on se permettait auparavant et qu'on n'arrive plus à se permettre aujourd'hui, comment on peut réouvrir des fenêtres pour que la colo redevienne ce lieu absolument magique où on apprend tous ensemble, adultes et enfants, à faire société, à vivre, et où chaque jour, la seule question qu'on doit se poser, c'est à quoi joue-t-on demain? Et c'est le seul lieu où on peut se dire ça. Et c'est pour ça que j'espère qu'on arrivera à construire ce travail législatif pour redonner ces lettres de noblesse aux colonies de vacances. Merci beaucoup. Je propose de faire circuler le micro. On fait quoi? On répond à la volée? On fait ça? On répond à la volée. S'il vous plaît, essayez des interventions. Je sais qu'on n'a pas donné forcément le bon exemple, en tout cas certains d'entre nous et en particulier moi. Essayez de faire court pour qu'on puisse écouter tout le monde. On a droit de mordre un peu, Badis? Ouais, puisqu'on a commencé en retard et on y va. Bonjour. Bon, déjà, merci beaucoup pour cette conférence. Voilà, moi, en tant que, comme tu disais, enfant d'écolo et animateur et ancien directeur, ça fait plaisir que la France Insoumise s'empare de ces questions-là. Moi, je vais juste donner un petit témoignage. Tu l'as un petit peu évoqué à la fin, c'est comment on paye les animateurs. Moi, mon premier séjour, c'était un séjour adapté avec les personnes en situation de handicap. Je commençais ma journée à 7 h le matin. Je la finissais à 23 h minuit, comme ça, classique. Mais il fallait ensuite que je me réveille à 4 h du matin pour m'occuper de certains adultes qui avaient des petits problèmes nocturnes. Et j'étais payé donc comme ça 26 € par jour. Voilà, bah, c'est juste, c'est pas normal quoi. Et clairement, ce qui se passait dans cette situation-là, c'était souvent des centres d'accueil qui externalisaient en fait le service un peu, parce que comme pendant les vacances il fallait que les centres d'accueil voilà, entre guillemets se débarrassent des adultes, et donc on confiait ça voilà, aux associations. Et donc ça se passait comme ça voilà. Et là je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus pour qu'on arrête aussi ce niveau de rémunération et d'exploitation en France quoi. C'est pas parce qu'on est des jeunes qu'on doit être exploité quoi. On répond là-dessus, on fait tourner Bon allez, on fait tourner puis on moi j'avais juste un temps de réflexion sur ce que tu disais pour la question de l'égalité des filles et garçons. J'ai fait beaucoup de colo aussi. Et je me suis posé la question de est-ce qu'encore aujourd'hui, c'est nécessaire qu'on ait des chambres non mixtes? Parce que souvent, la question de la chambre non mixte, on nous dit que c'est pour l'intimité des gens. Sauf qu'en fait, c'est pas spécialement... c'est pas parce que je suis dans une chambre que de garçons, parce que ça crée la question de la chambrée. Et dans les chambrées, on vit plein de souvenirs, mais je les vis que entre garçons ou que entre filles. Donc la question de pourquoi aujourd'hui encore on garantit les chambres, elles sont non mixtes alors que sur la question filles-garçons. Je vais donner la parole à une femme, et après je reviens vers vous. Ouais, pour les souvenirs que j'en ai, j'étais en colo dans les années 60 et les dortoirs étaient mixtes. Et ça posait de problème à personne. Bon, on avait plus de monos, puisqu'à l'époque, c'était pas des animatrices, c'était des monos. On avait plus de mono-filles que de mono-mecs, mais ça posait de problème à personne non plus. J'ai pas souvenir que ça ait créé quelques soucis que ce soit. Donc c'est pas encore... Il y a une régression dans les rapports de genre qui est réelle, comme dans des tas d'autres choses. Et ensuite, ce que tu décrivais de la colo, pour moi, ça représente ce que j'ai vécu dans le scoutisme. C'est-à-dire que quand j'ai passé les colos où je suis allée à 7, 8, 9 ans, c'était pas du temps libre, c'était du temps imposé parce qu'on m'envoyait là, parce que mes parents, pour des raisons de santé et parce que mes parents ne pouvaient pas me garder 2 mois d'affilée, qui préféraient que je sois en colo, disons, mais parce que j'avais la chance de partir en plus avec eux. Mais quand j'ai découvert le scoutisme, j'étais en CM2, et là c'est devenu du temps libre, c'est-à-dire j'ai dit je veux aller aux éclés, je veux aller au camp éclés. Dans tous les cas, c'était des périodes de 3 à 4 semaines, beaucoup plus longtemps pour ma première colo. Bon, mais c'était pas... Là c'est devenu du temps libre, et je crois que quand les enfants demandent à aller en colo, et qu'ils ont une colo où on partage, comme on le fait dans le scoutisme entre autres, chez les éclaireurs, oui, c'est du temps libre et c'est du loisir.
J'en profite juste avant de passer la parole. Un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est très très court. Je rappelle quand même que ceux qui ont passé le BAFA juste avant 1983, alors moi je suis arrivé un tout petit peu plus tard parce que je suis un tout petit peu plus jeune que ça, ont sur leur BAFA qu'ils ont affiché chez eux, en tout cas c'est le cas d'un copain à moi, écrit ministère de la jeunesse, des sports et du temps libre. Il a existé entre 1981 et 1983 dans ce pays un ministère du temps libre. Voilà, je voulais juste poser ça là pour le débat. Oui, au sujet de cette année où il y a eu des pénuries d'animateurs, voilà. Je voulais poser la question par rapport au BAFA et à son coût pour chacun, pour la formation et tout, et le coût individuel. Et aussi de savoir ce que va devenir la proposition de loi de François Ruffin et d'autres membres de la NUPES, Vacances pour tous. Je voulais savoir si ça va aboutir ou si elle va être améliorée, enfin voilà. Merci. On commence peut-être à répondre sur cette première salve ou... Ouais, ça vous va? Ou c'est sur les mêmes thèmes, les mêmes... Bon allez, on enchaîne et puis on répondra à tout. Ça marche. Ok, excusez-moi. Du coup, je voulais un peu parler des conditions de travail, mais le camarade l'a déjà fait pas mal. Je voulais aussi redire pour le taux d'encadrement aussi, avoir genre... Si je suis jeune, comme je faisais au scoutisme, et avoir 15 jeunes, c'est pas du tout la même chose et on sent vraiment la différence. Moi j'étais aux Éclairs de France toute ma vie. Et du coup je voulais aussi parler de... il y a les colonies, mais nous aussi on fait un week-end par mois toute l'année. Et le fait qu'on ait les mêmes gosses un peu toute l'année aussi, ça crée vraiment un groupe fort, qui se connaissent bien et tout, qui se font confiance en parallèle de l'école du coup. Et voilà, et je trouve que ça aussi c'est cool dans le scoutisme. Oui, bonjour. Alors moi je suis jamais parti en colo. Bon, mais je suis d'une famille de 9 enfants, donc on était un peu en colo toute l'année. Mais mes enfants ont eu la chance de partir en colo parce que je suis agent EDF et que donc on avait on a toujours encore un comité d'entreprise qui nous permet ça. Et donc par rapport aux questions qui se posaient sur entre autres le coût des colos, vu qu'il y a des projets de loi qui sont en cours de gestation, peut-être qu'on peut imaginer qu'il y ait des obligations pour les CSE d'avoir une part de leur budget qui soit mise dans l'éducation populaire et dans les colonies de vacances en particulier. Donc il y a 1% de masse salariale qui va pour les œuvres sociales des comités d'entreprise. Aujourd'hui, de plus en plus de comités d'entreprise deviennent de la billetterie marchande pour aller voir, pour acheter la même chose qu'on achète sur le site de la FNAC ou de machin. Et on a complètement perdu l'esprit de ce que devrait être un comité d'entreprise. Donc peut-être que ça, on peut le réinscrire dans la loi. Moi, j'avais une question par rapport au milieu rural. Parce qu'on a vu qu'il y avait moins d'enfants de milieu rural qui partaient que des enfants hors milieu rural. Alors certes, peut-être parce qu'on a l'impression d'être en vacances toute l'année. Moi j'habite à côté de la Tremblade, donc je suis pas mal, donc effectivement. Peut-être aussi qu'ils n'ont pas accès à l'offre de colo, parce qu'il y a de moins en moins de services publics dans les milieux ruraux, donc ils savent même pas qu'ils peuvent... voilà, et que même quand ils savent, pour emmener leurs gamins en colo, ils ont un tas de bornes à faire que n'ont pas à faire ceux qui sont à côté de la MJC de quartier, etc. Donc il y a peut-être des choses à penser là-dessus. Et puis, et ça c'est juste pour la boutade, par rapport à l'immobilier, enfin c'est pas vraiment une boutade, mais malgré tout, en 1945, on a exproprié les riches collabos et on a donné de l'immobilier pour faire des colos. Je pense que dans 4 ans, quand on va gagner, il faudra exproprier les collabos du capitalisme et puis on va pouvoir avoir de l'immobilier. On m'a dit qu'il nous restait 5-6 minutes, donc une question là, une question là. Ouais. Moi j'ai accompagné des enfants dans le cadre des lieux de vie et d'accueil. Ceux qui connaissent, c'est un vieux modèle de Linière. Mais la question que je me pose, c'est quand j'accompagnais des gamins, particulièrement à Chambon-sur-Lignan, il y a beaucoup d'enfants, des centaines d'enfants qui viennent tous de l'aide sociale à l'enfance. Certes, les départements ont les moyens de payer ces prix de journée, mais il n'y a pas de diversité. Et l'enrichissement vient des diversités. Deuxième question, c'est un bain extraordinaire. Moi, j'ai organisé même des colonies en Algérie. Mais le problème, c'est qu'au niveau, vous, en votre qualité de député, mais ça pour vous jeter des fleurs, vous avez un parcours qui répond à la demande. C'est comment s'organiser au sein de LFI pour que les députés ne soient pas dans les étoiles.
Moi, ça m'inquiète ces députés qui sont à l'Assemblée nationale et qui ne reviennent pas sur le terrain au créer des relais pour qu'on puisse travailler ensemble. Moi, à 69 ans, j'attends pas beaucoup. Enfin, je peux vivre encore 100 ans, je veux bien. Hein, mais comment travailler pour construire quelque chose? Voilà. Ok. Vraiment une dernière, parce que sinon on va même pas pouvoir donner la parole aux invités pour Oui, répondre. pas de souci. Mais cela dit, je râle parce qu'on a commencé avec un quart d'heure de retard et là on est 2 minutes avant la fin potentielle de normalement. Hein. Okay. Alors ça va bien. Hein. On va faire ces sessions, on va continuer. Voilà, vous démerdez après. Aucun problème. Donc, on a vu qu'il y a des pénuries d'animateurs, pénuries de directeurs aussi, j'ai vu récemment. Et le gros problème, bon, c'est les conditions de travail, le salaire, mais ça vient du contrat d'engagement éducatif. Et c'est vrai que ce serait vraiment bien que plus d'enfants partent en colonie de vacances, mais si on n'a pas le personnel qui est là pour encadrer, et en plus, quand on ne trouve pas d'animateur ou de directeur, après, on essaie de recruter à tout prix des gens qui ne sont pas forcément qualifiés, qui ne font pas forcément du bon travail, qui s'en fichent. Alors, le contrat d'engagement éducatif, c'est ce qui permet aux entreprises de payer très mal les animateurs, les directeurs, et d'imposer des conditions pas terrible, notamment au niveau remboursement des frais de transport, au niveau aller chercher les enfants à l'autre bout de la France. Est-ce que quelque chose peut être fait pour, concernant ce CE? Merci beaucoup. Alors très rapidement, je propose qu'il y ait peut-être une réponse à un moment donné sur cette question de la mixité, etc., qui a soulevé un certain nombre de sujets. Peut-être sur la question des animateurs et toutes les questions Et puis pour la question des propositions de loi ou des idées, j'ai tout noté. Je vous le dis. Rapidement, pour qu'on soit les trois à pouvoir prendre la parole, et il reste maintenant 54 secondes, donc il faut aller vite. Sur la question du CE, en ce moment, a été créé ce qu'on appelle un comité de filière. Un comité de filière de l'animation, c'est le fait d'avoir réuni des personnes qui font un même métier, mais dans des cadres différents. Parce que l'animation a cette particularité qui fait que si je suis embauché dans une collectivité, si je suis embauché dans une association, si je suis dans le mouvement scoutisme, je fais le même métier animateur-animatrice et le salaire n'est pas le même, le cadre de travail n'est pas le même, or le métier est strictement le même. Donc du coup, on a essayé de se mettre autour de la table, employeurs, cadres différents, pour voir comment est-ce qu'on pouvait essayer de faire évoluer les propositions. Sur la question du CE, c'est très compliqué. Parce que du coup, s'il fallait qu'on paye quelqu'un, très concrètement, de 4h du matin jusqu'à 3h59 parce que tu es d'astreinte la nuit aussi, hein, si un gamin se réveille la nuit, faut se lever, tu veux lui dire non, tu te démerdes, non, donc on est d'astreinte tout le temps. Économiquement, ça meurt. C'est pas possible, ça fonctionne pas. Par contre, la proposition qu'on pousse nous au CMA, c'est de dire que le CE doit être l'équivalent du SMIC. C'est-à-dire qu'à minima, si je vais travailler à ramasser des fruits, ou si je vais travailler au Leclerc, ou si je vais travailler chez un artisan, ou si je vais travailler en colo, je touche le même salaire. À minima. Je touche pas le même salaire parce que je travaille beaucoup plus en colo. Hein, mais en termes de masse d'argent, je touche pas plus. La proposition qu'on fait, c'est qu'on mette 2 ans pour y arriver. Parce que si on le dit tout de suite, il y a trop de colos qui vont fermer. Voilà. Donc ça, c'est sur la question du CE. Deuxièmement, je trouve que c'est inadmissible que le CE ne soit plus réservé qu'aux associations d'éducation populaire qui ont un agrément GEP. Non, le comité d'entreprise, je m'en fous. En tout cas, moi, je pense que le CE ne doit être réservé qu'aux associations qui ont un agrément GEP. Une collectivité, une entreprise, le Club Med, il paye, normal, etc. Et lui, fait une entreprise. Voilà. Donc là, il y a cette question autour du CE sur laquelle je voulais réagir. Sur la question des taux d'encadrement, je suis d'accord. 15, c'est pas possible, il faut qu'on revienne à 1 pour 10, voilà, il y a un travail. La proposition qu'on faisait au CMA qui arrivera jamais, c'était 1 pour l'âge jusqu'à 10 ans. C'est-à-dire que lorsqu'on s'occupe des enfants de 3 ans, c'est un animateur pour 3. Quand on s'occupe d'enfants de 4 ans, c'est un animateur ou une animatrice pour 4. Quand on s'occupe d'enfants de 5 ans, c'est 1 pour 5 jusqu'à 10. Et après 10, c'est 1 pour 10, qu'on ait 10 ans, 11 ans, 12 ans. Voilà. On n'arrivera jamais à l'avoir, celle-là. Mais en tout cas, nous, on continue de la pousser. On pense que c'est celle-là qu'il faudrait réussir à mettre en œuvre. Dernièrement, sur la mixité, alors je vais te laisser répondre sur la question de la mixité, mais le texte de loi dit... Et on s'est battu pour, et les mouvements d'éducation populaire, pas que les CMA, la Ligue, les Francas, tous les autres, le texte de loi ne dit pas que les locaux doivent être mixtes. Le texte de loi dit précisément, à partir de 6 ans, les locaux doivent permettre la non-mixité.
Parce que justement, quand on était dans ces débats-là, il n'est pas question qu'on soit dans une société hétérocentrée. Parce que si on est sur des locaux non mixtes, ça veut dire que la société elle est hétérocentrée, qu'on met de côté tous ceux qui ont une orientation sexuelle autre ou qui ont un genre autre. Donc du coup, la question de la non-mixité, elle doit vraiment être repensée complètement différemment. Et oui, je pense qu'il y a une réflexion à avoir complètement sur l'évolution de ce texte de loi-là pour garantir une réelle intimité de tout le monde. Et on arrivera à garantir une réelle intimité de tout le monde, justement, si ce n'est pas mixte. Si c'est mixte. Parce que si c'est pas mixte, justement, on garantit pas l'intimité sous prétexte que c'est des garçons entre eux ou des filles entre elles. Et donc ceux qui veulent avoir un espace d'intimité l'ont pas. Alors que si on était dans des espaces complètement mixtes, il y aurait beaucoup plus d'intimité. C'est une réflexion à avoir et à penser, et on sortirait de la question de cet hétérocentralisme qu'il y a dans notre société. L'objectif, c'est de garantir l'intimité. La non-mixité ne garantit en rien aller voir dans les vestiaires des garçons dans des vestiaires d'un stade de foot ou d'un entraînement de machin ou de bidule. C'est pas parce que c'est mixte qu'il y a de l'intimité ou que c'est non mixte qu'il y a de l'intimité. Comment est-ce qu'on garantit réellement l'intimité ? Merci. Alors, de façon globale, je crois que tout ce qui a traversé nos débats, c'est la question du sens. On parlait de colo marchande, on parlait de qui pourrait avoir droit au CE. En fait, pour moi, aujourd'hui, on est à un tournant, et que ce soit pour l'encadrement, que ce soit pour le CE, que ce soit pour le type de colo qu'on peut proposer, que ce soit pour la réglementation et la façon dont on l'applique, parce que finalement, le texte n'oblige pas la non-mixité. Encore une fois, on s'interdit des choses. On va vers l'interprétation la plus simple. Et donc, il faut que, pour moi, les colos sont aujourd'hui, finalement, comment on recrée la colo de demain, comment on remet l'enfant au centre de ce séjour, ce que tu disais très très bien, où on va construire la colo avec lui, et où donc l'animateur, s'il construit la colo avec l'enfant, il n'est pas forcément, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais il n'est pas obligatoirement dans une relation de travail où on lui demande de faire. Et donc là, il peut être dans une relation de volontariat, où il va construire, où il sait que sans son engagement, il n'y aurait pas cette possibilité de mixité sociale, il n'y aurait pas cette rencontre des différents enfants. Parce que moi, je rêve d'une société qui soit en capacité de rémunérer tous les animateurs correctement et à la hauteur de ce qu'ils font. Malheureusement, si on l'impose à tous, quand je vous parlais des 50% organisateurs qui ne font que 2 séjours par an, ben on ferme la moitié des colos. Donc ça ne sera plus possible. Donc ça ne peut pas être autorisé pour tout le monde. Il n'est absolument pas logique que des sociétés lucratives puissent utiliser le contrat d'engagement éducatif, ou demain, côté JPA, on porte un volontariat de l'animation. Ce volontariat de l'animation, c'est comme le service civique, c'est du volontariat. C'est des sapeurs-pompiers avec des professionnels et des volontaires. Aujourd'hui, dans l'animation, on a besoin de professionnels et de volontaires qui puissent être indemnisés. Pour la mixité, tu l'as très bien dit, comment aujourd'hui on accueille un enfant qui a une question sur son genre. On va lui dire, toi tu dors avec les garçons ? Et lui, il se pose une question. Donc voilà, il faut qu'on remette du sens dans toutes nos interventions. Ouais, moi du coup j'ai pas grand chose à dire, vous avez déjà répondu très bien tous les deux. Juste le mot hétéronormativité éventuellement que je peux ajouter. Mais oui, je suis d'accord avec le camarade qui a parlé tout à l'heure. C'est une bonne question. À quoi ça sert ? Ouais. Voilà. J'ai rien à Donc merci Pauline en plus, parce qu'on commence à se faire vraiment très fort gronder pour laisser la place à la commission. Oui, et tu diras ça à Jean-Hugues Ratenon, monsieur Lenné, hein, qui nous a volé 15 minutes qui nous a volé. C'était encore avant ? C'était qui ? C'est qui ? La commission. Voilà. C'est André. Ouais, super. Donc un grand merci pour ce moment d'échange, à prolonger bien entendu.